Bonsoir, nous sommes le vendredi 17 juin, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine, journal préparé par la rédaction. Voici les principaux titres. Il y a 30 ans disparaissait Coluche, l'humoriste toujours bien présent dans les esprits et dans le cœur des Français. Son nom pour toujours attaché à celui des Restos du Cœur. Nous en parlerons avec le responsable dans les Yvelines de l'association. L'abeille sentinelle de l'environnement, 7e édition de l'opération Happy Days qui permet aux apiculteurs de mieux faire connaître cet insecte et son rôle. Nous sommes allés suivre les animations proposées à la Verrière. Et puis comme chaque vendredi, le zapping de l'information locale. Que faut-il retenir de la semaine? Du double meurtre à Magnanville, à l'ouverture du bac en passant par le lancement du chantier de l'EHPAD à Montigny-le-Bretonneux. Mais auparavant, à l'actualité du jour. L'actualité, c'est tout d'abord ce déplacement ce matin de François Hollande au château de Versailles pour une inauguration du nouveau pavillon, mais également en préfecture pour une cérémonie d'hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, ce couple de fonctionnaires de police tués à Magnanville. Le président était accompagné du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, des familles des victimes, des représentants des forces de l'ordre également. Vous le voyez aux alentours, la population est venue nombreuse assister à cette cérémonie retransmise sur l'ensemble des chaînes de télévision, moment de recueillement au cours duquel le président de la République a salué deux héros du quotidien. Deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont succombé parce qu'ils avaient fait le choix périlleux de nous défendre. Deux fonctionnaires qui étaient l'un et l'autre pleinement engagés au service des Français. Deux héros. Bonjour Henri Fall, vous êtes le responsable des Restos du Cœur dans les Yvelines. Bienvenue sur ce plateau. Merci, responsable manifestation communication. Voilà, responsable sur les différents événements qui sont organisés. Je vous reçois aujourd'hui car le 19 juin, dans 2 jours maintenant, ce sera un triste anniversaire, celui de la disparition de Coluche, l'humoriste, le fondateur des Restos, perdait la vie dans un accident de moto. 30 ans après, Coluche est une icône, un symbole. Est-ce qu'il est intouchable également à vos yeux ? C'est vraiment le symbole des Restos du Cœur. Quand on fait une manifestation, qu'on nous demande des affiches, les gens en général préfèrent la photo de Coluche au logo des restos. Donc c'est vraiment, il incarne les Restos du Cœur. Il n'a pas été très longtemps avec les Restos du Cœur, puisqu'il a un peu plus d'1 an, mais c'est vraiment le fondateur, l'homme des Restos du Cœur. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans au Restos du Cœur, entre la création, le lancement par Coluche et aujourd'hui le travail que vous menez? Énormément de choses ont changé et puis énormément de choses sont restées. Donc, dans ce qui change, c'est la dimension et la diversification des activités des Restos du Cœur. Je pense qu'il y avait au départ, je crois, 5000 bénévoles et on est 70 000. On distribuait sur une ville, on distribue sur toute la France. Personnellement, vous voyez, je donne mon cas. J'étais là, j'ai commencé au Resto du Cœur il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on accueillait 6 000 personnes au Resto du Cœur dans les Yvelines et maintenant on en accueille 13 000. Donc vous voyez, c'est le double. Et les restos vous le disiez, se sont diversifiés. Il y a des activités et des encadrements qui sont proposés tout au long de l'année et même pendant l'été aussi. Parce que absolument, là, on fait la campagne d'hiver, mais aussi la campagne d'été maintenant. Et parce qu'en général, la pauvreté, si on est pauvre l'hiver, on est aussi pauvre l'été. Et puis, on a d'autres activités. C'est-à-dire, de aide alimentaire, on est beaucoup passé sur l'aide à la personne. C'est comment aider les gens. Alors bien sûr par l'alimentaire, mais aussi par du conseil, par de l'aide, par du juridique, par de l'aide à l'emploi, par du logement, etc. Mais il y a des choses qui sont restées stables. Ce qui est resté stable, c'est la misère, il y en a toujours. Alors que je pense que Coluche, dans son état d'esprit, il pensait que ça ne durerait pas longtemps, son affaire. Donc la misère reste, la fidélité de nos donateurs reste, ça c'est très important. L'image des restos reste, c'est-à-dire on a, je pense, une très bonne image. Je pense aussi que c'est aux enfoirés, au soutien de toute la communauté des acteurs et des artistes qui vous soutiennent, tout à fait. Mais donc on a quand même beaucoup de choses qui restent, tout dans un univers qui change. Justement, cet anniversaire de la disparition de Coluche marque aussi un tournant pour les restos et pour les enfoirés, ces artistes qui vous soutiennent, puisque Jean-Jacques Goldman, qui est aussi un des fondateurs historiques aux côtés de Coluche, a décidé de passer la main pour l'organisation des enfoirés. Vous en pensez quoi ?
Alors, je vais vous dire, quand il y a eu la polémique l'année dernière sur la chanson qui avait été... et justement, et ça, je crois que Jean-Jacques a été assez touché par ça, et ça lui a fait mal, parce que On lui avait reproché d'avoir un discours trop moralisateur envers la jeunesse, d'une certaine manière. Et donc, nous, notre grande crainte en tant que bénévole au resto, c'était qu'il lâche l'affaire et qu'il s'en aille sans organiser la suite. Donc, ce qui n'a pas été le cas, on le remercie. Et donc, il a organisé sa suite, et c'est une suite, ce qui est normal, c'est-à-dire... Et les Restos du... Enfin, le décès de Coluche, c'est il y a 30 ans. Les Restos du Cœur, c'est aussi un peu plus de 31 ans maintenant. Donc, c'est normal que les choses évoluent. Hein. C'est normal qu'il passe la main. J'en reviens à cette image de Coluche. Justement, quelle image avez-vous, quel souvenir gardez-vous de Coluche? Écoutez ce micro-trottoir. Un humoriste engagé, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui disait des choses vraies. C'est peut-être un des derniers, je trouve, humoristes qui disait encore des choses vraies, qui osait les dire. Bah, écoutez, c'était amusant. Enfin bon, il y avait des choses, il disait des vérités, bien sûr, des fois un petit peu trop loin, mais bon, c'était amusant et on le regardait quand même. Mais c'était une personne qui a bougé toute la société quelque part. Je trouve que c'était un type extraordinaire, mais aussi bien dans ses sketchs qu'au niveau humain. Et c'est le côté humain qui m'intéresse le plus. Grand humoriste, et puis grand humaniste aussi, et puis lancement des Restaurants du Cœur qui reste encore aujourd'hui quelque chose de très important. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est mort de façon bizarre. Alors, j'ai toujours été persuadée qu'on l'avait assassiné. Une belle image d'un bel homme dans son cœur, je crois. Voilà, c'est cette image que j'ai. Bon, bien que des fois il me dérangeait par son humour un peu grinçant, mais avec le temps qui est passé, je trouve que c'est lui qui avait raison. Il nous manque. Il manque aujourd'hui Coluche-Henri Fall, vous partagez cet avis? Est-ce qu'il manque aussi encore un humoriste comme lui, ou en tout cas un personnage engagé comme lui? C'est-à-dire, je pense qu'ils sont moins engagés. C'est-à-dire, on a des humoristes encore, il y a des gens qui sont très très bien, mais avec cet engagement envers la pauvreté, envers les autres, aussi fort que celui de Coluche, je pense que ça n'existe pas. Ça existera peut-être un jour, mais pour le moment, ça n'existe pas, je pense. Il y avait toute une dimension politique, aussi un véritable combat politique que menait Coluche. Je vous propose aussi à présent d'écouter un autre micro-trottoir. Nous sommes allés rencontrer quelques-uns des élus de notre secteur de 50 ans en Yvelines, du département des Yvelines, pour les faire réagir. Et je vais vous donner juste ce chiffre. 85% des Français trouvent que Coluche manque dans le débat politique. Justement, écoutez ce qu'en pensent nos responsables. Ces propos, ces mots ont permis de bousculer un petit peu, je crois, le discours des politiques à l'époque. Aujourd'hui, on accepte peut-être un petit peu moins tout ça. C'est bien dommage, il nous en faudrait un autre de Coluche. Moi, j'ai énormément de respect pour lui, pas en tant qu'homme politique, parce que je ne le considère pas, mais je le considère comme un troublion. Et ce troublion, on en a vraiment besoin aujourd'hui. Un esprit de dérision, un peu d'autocritique sur certains aspects culturels de ce pays, sur l'État, sur les différentes professions de ce pays. La personne de Coluche est assez aujourd'hui représentative de tout ce qui constitue notre société. Un humoriste, un altruiste et en même temps un homme engagé dans son temps qui a bousculé la classe politique, qui a bousculé les habitudes, petite bourgeoise pour certains, et qui a permis de créer un grand élan de solidarité. Un regard un petit peu décalé sur les hommes politiques ou la vie politique. Donc, en ce sens, c'est toujours bien, parce que je pense qu'il faut aussi des gens qui secouent un peu le monde politique et qui amènent d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. En créant les restos aussi, Coluche voulait secouer un petit peu les pouvoirs publics, secouer les politiques et leur montrer qu'ils ne faisaient pas finalement leur mission et peut-être les inciter à prendre le relais. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il imaginait sans doute Coluche que les restos ne dureraient pas, ou en tout cas pas 30 ans. Est-ce qu'il y a quelque part un échec de voir aujourd'hui les restos perdurer et prendre encore plus d'ampleur année après année? C'est un échec politique, c'est-à-dire c'est un échec de notre société, mais par contre c'est quand même une réussite, puisqu'on aide quand même les gens, et la société a réussi à trouver un moyen d'aider les plus pauvres et les plus démunis. Alors que ce soit les politiques qui le fassent ou que ce soit une association caritative, à la limite, peu importe.
Mais vous qui êtes là justement depuis une dizaine d'années, vous imaginez comment l'évolution? Est-ce qu'un jour justement les politiques vont s'emparer peut-être plus du problème, prendre le relais? Comment vous imaginez espérer la suite pour les restos? Je ne pense pas. Personnellement, je pense que la dynamique des associations caritatives est là et qu'il ne faut pas tout vouloir faire à l'État. L'État doit rester dans son rôle personnellement. Vous voyez, c'est pas l'opinion des Restos du Cœur. Oui, mais je vous demande effectivement votre avis personnel. L'État ne peut pas tout faire. Et il faut qu'il soit relayé par des associations, par des gens qui ont du cœur aussi et qui veulent faire du bien pour la société. Et il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut se prendre en main. Et donc, être bénévole au Resto du Cœur, c'est se prendre en main pour aider les autres. Et les bénévoles sont les bienvenus encore pour cette période estivale, parce qu'on le redit, cette saison d'été, vous allez continuer à travailler. Voilà, en juillet, on a encore pas mal de centres ouverts et on essaye, si vous voulez, de le regrouper. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas là, on prend des bénévoles qu'on remet dans un même centre pour avoir une masse critique et on manque de bénévoles, par exemple, à Elancourt. On cherche des bénévoles pour Elancourt. Et sur les dons, est-ce que les dons sont aussi encore nécessaires? Est-ce que vous avez besoin? Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui? On a toujours besoin de dons, mais nos donateurs sont fidèles. Voilà, on a toujours des dons de façon substantielle. Ce qui manque maintenant au niveau financier, c'est avant on avait un soutien des pouvoirs publics qui est en train de dégringoler à une vitesse grand V, puisque la région n'a plus d'argent, le département n'a plus d'argent, du coup les communes n'ont plus d'argent, etc. Et quand il faut couper dans quelque chose, c'est en général le social qui prend. Donc aujourd'hui, plus que jamais, vous avez besoin de la mobilisation de tous, de chacun. Merci Henri Fall, responsable des manifestations de la communication pour les restos dans le département des Yvelines. On va terminer tout de même sur une citation de Coluche. C'est pas compliqué. En politique, il suffit d'avoir bonne conscience et pour cela, il faut avoir mauvaise mémoire. Voilà, c'est signé Coluche et c'est toujours d'actualité. Merci Henri Fall. Nous poursuivons ce journal du vendredi. Le ramadan se déroule jusqu'au début du mois de juillet. Les musulmans pratiquent le jeûne durant cette période, mais pour les plus démunis, la fin de la journée, moment de fête, se révèle difficile. L'association Frères d'Argile à Elancourt leur vient en aide. Voyez ce reportage tourné par Fanny Bourdillon. Toutes les générations sont rassemblées devant cet hôtel de Coignières. Les bénévoles de l'association élancourtoise Les Frères d'Argile proposent aux locataires de cet hôtel, des migrants, de rompre le jeûne du ramadan. Dans notre communauté, on se doit de faire ça, donc on est beaucoup dans l'échange, dans le partage. Et voilà, donc on se rend compte que malgré les kilomètres qu'ils ont pu faire, ça reste, on a les mêmes pratiques, on a la même façon de penser, de par notre religion. Et voilà. Donc on se retrouve entièrement dans tout ce qu'on fait. Le ramadan en soi, c'est un mois dans lequel il faut se priver. Il faut se mettre à la place des plus démunis, de ceux qui n'ont pas la chance qu'on a justement de manger ce qu'on veut, de boire quand on veut. Et le fait de partager ça, de couper le ramadan avec des personnes justement qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas manger à leur faim, je trouve que c'est juste parfait, c'est juste très bien. Le ramadan, mois sacré, est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme Ibrahima, migrant malien arrivé en France en 2014, ils sont 150 migrants à rompre le jeûne chaque soir avec l'association. Machallah, ça fait longtemps vraiment et on n'a pas eu une association qui vient nous aider à part eux. Vraiment, on les remercie pour tout ce dont ils font pour nous et vraiment on les encourage. On ne veut pas que ça reste comme ça, on souhaite que ça continue. Ça me touche au cœur, vraiment. On est tous des frères, donc ils nous ont montré que vraiment, nous aussi, il n'y a pas une question de couleur, ils nous ont montré que vraiment, on est tous des musulmans et que, machallah, alhamdulillah, Dieu merci, nous aussi, c'est ce que nous on cherche. L'association propose aussi des colis alimentaires à des familles saint-quentinoises. Le ramadan 2016 prendra fin le 5 juillet prochain. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette prédiction d'Albert Einstein est connue, mais pour autant, savons-nous pourquoi cet animal est si essentiel à l'équilibre de notre espèce? Jusqu'au 18 juin, dimanche, les Happy Days vont vous permettre d'en savoir un peu plus. La manifestation est organisée par les apiculteurs de France dans plusieurs communes, exemple à La Verrière. Dégustation et atelier de fabrication de bougies. La journée Happy Days organisée à La Verrière dans la maison de quartier du Bois de l'Étang, ce jeudi 16 juin, a mis à l'honneur l'abeille.
L'occasion pour les élèves de CE1 et CE2 de l'école du Bois de l'Étang de découvrir cet insecte. Une journée s'inscrivant dans le cadre scolaire avec des objectifs pédagogiques. L'avantage, c'est de venir voir en pratique ce qu'on a étudié ou ce qu'on va étudier en classe et de rendre ça plus concret pour les enfants. C'est dans la découverte du monde, le monde du vivant. C'est ce qu'on étudie à l'école, la chaîne alimentaire, le développement durable aussi. Les enfants ont pu participer à l'extraction du miel réalisée par l'apiculteur référent de la Verrière. J'aimais la journée parce que j'aimais bien le miel et découvrir les abeilles. Moi j'aimais bien quand on avait fait les bougies et quand on avait goûté au miel des abeilles. On prend les trucs des abeilles et on prend un filet blanc et on l'enroule. Avec les Happy Days et ses ateliers ludiques, les apiculteurs veulent alerter les jeunes sur les dangers de l'extinction des abeilles. Aujourd'hui, 80% de nos ressources alimentaires dépendent de l'activité de cet insecte, notamment à travers son rôle joué dans la reproduction des plantes. Ça leur permet d'être sensibilisés au respect de l'abeille et de la plante et de tout l'environnement. Et surtout au niveau des enfants, c'est très important parce que c'est l'avenir de notre société. Donc il faut les sensibiliser dès leur très jeune âge à respecter les abeilles et tout leur environnement. La disparition des abeilles conduit plus de 1000 apiculteurs à cesser leur activité chaque année. Une mortalité importante causée par l'utilisation des pesticides et l'apparition de prédateurs comme le frelon asiatique. Un autre animal plus imposant, celui-ci commence à connaître une certaine célébrité en ce moment. Il s'appelle Aran, c'est un varan de 40 kilos tout de même qui se livre au jeu des pronostics. Et oui, pour les rencontres de l'Euro 2016, il est hébergé au parc animalier de Thoiry. Personne n'a encore osé le contredire. Mickaël Elmidoro. Il sera peut-être l'une des stars de cet Euro 2016. Arang le Varan, 7 ans, a été désigné par le parc zoologique de Thoiry pour pronostiquer les résultats des matchs de l'équipe de France pendant la compétition. En fait, on lui propose 3 gamelles avec le drapeau de chaque équipe, plus l'option match nul. Et dans chaque gamelle, donc, on met une petite friandise, c'est-à-dire une souris. Donc on fait en sorte que les gamelles soient équidistantes. Il n'y a pas de gamelle plus facile à atteindre que l'autre. Arang a été choisi pour ses mensurations de sportif, 2,20 m pour 40 kg de muscles. Si on le sort dans son enclos extérieur, on peut le voir en fait faire le tour du propriétaire rapidement. Ces animaux sont capables quand même de faire des pointes en course à 20 km/h. Après avoir pronostiqué la victoire de la France contre la Roumanie lors du premier match, le spécialiste à sang-froid avait prédit un match nul contre l'Albanie. Une prédiction exacte jusqu'à la 90e minute et l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Les Bleus l'emportent finalement 2-0. La seule chose, en fait, c'est qu'on avait oublié de lui spécifier qu'il y avait aussi il fallait tenir compte des arrêts de jeu. Et donc lui, il avait pronostiqué match nul, ce qui a été le cas jusqu'aux 90 minutes de temps réglementaire. Donc je pense qu'on peut l'excuser pour ça. Arang tentera de corriger cette erreur de débutant ce week-end pour le match de la France contre la Suisse. Comme chaque vendredi, nous passons maintenant à l'essentiel de l'actualité de la semaine. Que faut-il retenir? Voici le zapping de l'info locale. Disparition tragique et actes terroristes. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a rencontré ce matin les policiers du commissariat des Mureaux. C'est ici que travaillait le commandant de police, tué hier soir avec son épouse, secrétaire au commissariat de Mantes-la-Jolie, par un homme se revendiquant de l'État islamique. Nous revenons sur l'attentat de Magnanville dans les Yvelines. Une minute de silence a été observée au ministère de l'Intérieur et dans tous les commissariats de France en hommage aux policiers et à sa femme fonctionnaire du ministère de l'Intérieur tuée lundi soir à Magnanville. 300 policiers de Mantes-la-Jolie et des Mureaux, les 2 commissariats où travaillaient les victimes, étaient rassemblés pour une cérémonie commune. À la fois, nous sommes tous choqués, bien évidemment. Ils sont plus choqués encore que nous, parce que c'est quand même leurs collègues. Et c'est aussi toute l'institution. Aujourd'hui, ça peut être la police, demain, ça peut être même des élus, etc. Donc c'est vraiment ce que représente notre République. Il
faut pas oublier aussi que Daesh cible des communautés, notamment les juifs, on l'a vu, notamment les caricaturistes, on l'a vu aussi avec Charlie. Et pour ce qui est effectivement de la communauté gay, et notamment à Orlando, beaucoup de médias, pas seulement français, mais dans le monde entier, ont un peu passé sous silence qu'il y avait effectivement des gays. C'est sûr que c'est plus facile de dire je suis Charlie sur les réseaux sociaux que je suis gay ou je suis effectivement solidaire d'un attentat donc en direction des gays. C'est un petit peu nous ce qui nous heurte, parce que même quand on parle de l'UEFA qui aurait pu effectivement faire des minutes de silence pour la tuerie d'Orlando, 53 personnes blessées, 49 morts, eh bien l'UEFA dit non, il n'y aura pas de minutes de silence, et ça c'est un petit peu détestable. Les fresques du Valibou prennent forme. 3 premières maquettes ont été présentées lors du festival Escale d'ailleurs de plaisir le week-end dernier. Les témoignages des habitants du Valibou ont permis aux artistes de réaliser ces esquisses, des fresques reflétant la mixité culturelle et sociale du quartier. Ça représente, on va dire, toute identité, toute personne. Ça va changer l'image, surtout, du quartier. Ça fait 6 ans que je me bats sur ce dossier. Avec des hauts et des bas, c'est pas toujours évident de réunir des partenaires, de répondre à un appel à projet, d'être retenu, de trouver les financeurs. C'est de grande satisfaction, mais il y a aussi un côté très très émouvant. Lundi 13 juin, le maire de la commune a posé la première pierre en compagnie du président du conseil départemental Pierre Bédier. Le futur établissement du groupe Corian accueillera 88 résidents. Dans 55% des cas, le maltraitant, c'est un proche, c'est-à-dire les enfants, le conjoint ou le reste de la famille. Une augmentation des violences en institution a été constatée par l'association ces 2 dernières années. Une campagne de sensibilisation est lancée par le département en direction du grand public. Un 12e candidat s'est déclaré pour la primaire de la droite et du centre qui sera votée le 20 novembre 2016. C'est le député Les Républicains Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il a annoncé lundi sa candidature à la primaire en vue de l'élection présidentielle de 2017 à laquelle il concourra directement s'il ne réunit pas les parrainages. C'est le 3e député des Yvelines à avoir officialisé sa candidature. Assez stressé, voilà. Mais bon, on va essayer de faire ça bien. Ça va, je suis détendue, mais en fait, j'ai peur de tomber sur un truc où j'ai pas du tout d'inspiration. Donc voilà, c'est ça qui me fait peur, mais sinon, ça va. Vous nous donnez un mot et on fait une impro. Et là, on est sur la session. T'es où? T'es qui? Avec Périscope, le théâtre d'impro prend un sérieux coup de jeune. Pas besoin d'une grosse installation, 2 téléphones portables, un fond noir et les suggestions des spectateurs suffisent. Le réseau social permet de filmer et de diffuser en direct avec son smartphone afin de toucher un grand nombre de spectateurs à travers le monde entier. Qu'est-ce qu'on entend par une bonne note? Rien que ça, c'est une question limite philosophique. Une bonne note, ça pourrait être entre 13 et 15. J'espère l'avoir, mais c'est très peu probable parce que ça demande énormément de travail. Et même si je l'ai peut-être fourni, je ne sais pas si je pourrais l'avoir. J'ai trouvé que Blanche-Neige était un conte absolument moderne parce que de nos jours, avec les progrès de la science, de la médecine, de la diététique, de la cosmétique aussi, ça amène cette condition, cette situation qui peut faire naître un problème de conflit autour de la séduction. Voilà pour l'essentiel de la semaine. Et concernant le drame survenu à Magnanville, les sénateurs ont eu l'occasion d'interpeller le gouvernement lors des traditionnelles séances de questions. Catherine Tasca, sénatrice PS des Yvelines, s'est adressée au Premier ministre en lui demandant comment il entendait protéger les forces de l'ordre. Manuel Valls a rappelé que les moyens avaient augmenté pour les prochaines années déjà. Création de 1680 emplois supplémentaires, déblocage de 425 millions d'euros sur 3 ans. Il a appelé une nouvelle fois à l'unité. On reste dans les réactions de politique. Elles se sont multipliées cette semaine autour du terrorisme et je vous propose d'écouter à présent Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite et du centre. Voici un extrait de ses propos. Jean-Frédéric Poisson est président. Il s'occupe d'une commission à l'Assemblée chargée d'étudier le financement de Daesh et il sera l'invité du prochain Café Politique. Ce que nous observons, comme beaucoup d'autres connaisseurs du sujet, c'est que les financements ont tendance à se réduire, que les financements de masse représentent malgré tout environ sans doute 1,5 milliard d'euros par an, ce qui fait beaucoup d'argent. Et troisièmement,
il y a un décalage total entre le financement et l'argent que récupère Daesh sur place, sur son territoire du califat autoproclamé, d'un côté, et les très petites sommes d'argent qui sont nécessaires pour réaliser un attentat ici. Tuer 2 policiers à Magnanville, qu'est-ce que ça ne coûte pas d'argent? Le Bataclan, c'est 30 000 €. L'attentat de l'aéroport de Bruxelles, c'est 25 000. Donc entre 1,5 milliard d'un côté et puis 25 000 ou 30 000 qui peuvent facilement être collectés ici, il y a un décalage qui, là encore, nous met en situation de difficulté pour appréhender ces flux financiers modestes et pister un peu mieux et prévenir autant que possible les attaques. Jean-Frédéric Poisson, invité du Café Politique. Vous l'avez vu avec cet extrait, première diffusion samedi à partir de 19h sur notre antenne et aussitôt en replay sur notre site. Pour terminer ce journal, quelques-uns des sujets que nous allons développer à partir de lundi. Nous reviendrons une nouvelle fois sur la primaire à droite avec un autre candidat, l'ancien Premier ministre François Fillon. Il sera dans les Yvelines pour un meeting à Aubergenville le 22 juin. La veille, nous célébrerons la musique pour, on l'espère, l'arrivée de l'été. Pour la première fois, le conseil départemental va ouvrir le domaine de Madame Elisabeth à Versailles pour l'organisation de concerts. Et enfin, les soldes, elles débutent le 22 juin à 8h. Bien qu'elles soient moins populaires que par le passé, un Français sur 2 les considère toujours comme incontournables. Nous verrons comment se préparent également les commerçants. Dans un instant, vos idées sorties et loisirs avec Mickaël Elmidoro et le 7-8 Week-end. Rendez-vous lundi 18h en direct pour le journal, 19h pour la première rediffusion. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bon week-end.